suis très contente d'être présente aujourd'hui devant vous parce qu'on va parler de quelque chose qui compte beaucoup aujourd'hui. Alors pour moi évidemment, parce que mes clients comptent pour moi, mais aussi parce que c'est une vraie tendance du marché et qu'il est important de se mettre à la page et surtout en avance de phase par rapport aux challenges qui nous arrivent. Avant de rentrer dans le détail, j'aimerais savoir si les annonces que vous avez pu avoir aujourd'hui vous ont donné envie d'en savoir plus, de connaître un peu plus Content Square, notre histoire et surtout nos prochains milestones. On va reprendre ça pour un oui, un successful oui. Alors, pourquoi on est là pour vous présenter du Product Analytics, du VOC, de l'Experience Analytics, du Digital Experience Monitoring? Eh bien, cette fusion de tous ces produits est là pour répondre à une grande ambition. Et c'est pas que la nôtre ou celle de Jonathan, mais c'est aussi l'ambition du marché qui nous est imposée aujourd'hui. Un marché qui évolue toujours plus vite, qui est toujours plus exigeant, avec des sites internet plus complexes, plus immersifs, plus personnalisés, qui ne sont plus aujourd'hui des portails statiques d'informations comme on pouvait avoir il y a 10, 15, 20 ans. En plus de ça, les coûts d'acquisition se multiplient chaque année. On est sur certaines années, on va même faire du x10 sur ces coûts d'acquisition, selon les tendances. Et en plus de ça, les clients, vous et moi, on est de plus en plus exigeants, de plus en plus volatiles. Et en plus, on se permet de changer de device, de passer du mobile au PC. Et bientôt même, on sera en train de consulter tout ça sur nos lunettes Ray-Ban Meta dernièrement sorties. Donc on a décidé de tout rassembler en une seule et même plateforme. Et pourquoi on fait ça? Parce qu'on est convaincu que l'analyse web nécessite de répondre au même principe que l'analyse des produits. Donc c'est-à-dire une vision héroïste avec des dashboards qui sont disponibles, prêts à l'emploi, avec une approche aussi multiproduit. Vous n'avez plus un seul site internet qui propose un parcours, mais plusieurs selon les géographies, selon les marques, selon les expériences que vous voulez proposer. Et tout ça, bien sûr, avec un flux de data connecté entre les différentes équipes, entre les différents pays, entre les différentes contraintes que vous pouvez rencontrer pour développer ces sites. Tout ça nous amène donc au challenge aujourd'hui que le marché nous impose, l'omnichannel. Et c'est pour ça qu'on a développé Product Analytics. C'est un produit formidable, bien évidemment, dont le principe est d'analyser les parcours à travers différentes sessions et sur différents devices. Quand je dis session et quand je dis device, je parle bien du fait de pouvoir de faire une consultation sur un site internet, d'y revenir quelques jours après, depuis son mobile, quand on va au travail, et derrière de faire le booking pour le fameux voyage en Inde depuis son ordinateur un dimanche soir, une fois qu'on aura fini notre benchmark. Cette donnée, elle est aussi essentielle sur la partie engagement et rétention. Comment est-ce qu'on s'assure que c'est bien chez vous que je vais acheter mon voyage en Inde et non pas chez le concurrent? Et tout ça avec un tracking des événements qui doit se faire en détail et qui doit être personnalisé. C'est-à-dire que vous venez de faire une campagne sur le voyage en Inde depuis Pondichéry à Cochin et vous voulez vérifier que votre campagne, elle fonctionne bien. Et bien sûr, tout ça, vous allez vouloir le vérifier sur le Session Replay. Tout ça maintenant est consolidé sur Product Analytics et je peux vous dire que moi-même, c'est un vrai jouet. C'est-à-dire qu'on a installé cette solution PA sur la plateforme Content Square. En tant que Product Marketing Manager, j'adore aller vérifier mes hypothèses. Vérifier si vous allez bien sur le bouton que j'ai décidé que vous deviez aller sur mon site internet, sur la plateforme. Et d'ailleurs, la leçon, c'est que je ne suis pas très bonne en hypothèses et qu'il faudrait que je fasse beaucoup plus d'interviews avec vous. Aujourd'hui, on va donc parler de comment est-ce qu'on peut réconcilier les différents parcours à travers les devices, les sessions, les différentes expériences. Et pour ça, je suis accompagnée de Sarah Lacroix, qui est Global Head Product Design chez Criteo, et de Alexandre Suon, qui est partner chez Encan et qui est en charge Head of Experimentation chez Accor. Alexandre, est-ce que tu peux introduire Encan? Et j'aimerais aussi avoir ton avis sur le challenge que représente l'omnicanal. Et est-ce que cette nouvelle dimension a changé un peu votre prise de décision business? C'est beaucoup de questions. Enchanté à tous. Donc Alexandre, je suis Managing Partner chez Encan & Partners. On a un cabinet qui accompagne les sociétés de la collecte de data jusqu'à la prise de décision. L'omnicanalité, c'est un peu le saint graal de la data, n'est-ce pas? Ça fait 10-15 ans qu'on en parle.
C'est comment on arrive à comprendre d'où vient l'utilisateur jusqu'à la fin de sa lifetime value avec une société. Ça a d'énormes impacts, que ce soit sur la compréhension finalement de son parcours. On a envie de savoir exactement ce que fait l'utilisateur à n'importe quelle étape de sa relation avec une marque. Et aussi finalement sur la prise de décision stratégique, parce qu'en fonction des apprentissages qu'on va avoir dans tout ce qui est omnicanalité, on va peut-être se demander à quoi sert mon site web, à quoi sert mon application mobile, à quoi servent certaines campagnes. Donc en effet, l'omnicanalité, c'est quelque chose de très important, c'est quelque chose qui joue énormément une fois que c'est bien implémenté sur la prise de décision, sur les strates. Et donc en fonction du niveau de maturité qu'a une société sur ces sujets-là, totalement ça va changer comment on va les accompagner. Et jusqu'à maintenant, tout ça, en fait, c'était un enjeu d'acquisition principalement pour vous ? Une grande majorité, je pense qu'aujourd'hui, c'était premièrement comprendre à quoi servent les différents devices. Aujourd'hui, on avait beaucoup d'acteurs qui se disaient que mon site web et mon application mobile devaient avoir le même rôle, alors qu'avec l'omnicanalité, on se rend compte que beaucoup de sites web sont là pour aider à l'acquisition, versus une app est là plus pour tout ce qui va être rétention d'utilisateurs. Et donc ça, c'est fantastique de l'apprendre avec l'omnicanalité. Et surtout, bien sûr, pour optimiser tout ce qui est canaux marketing, c'est très très important. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que tu peux introduire en 2 mots Criteo pour rappeler à la salle ce que vous faites et du coup aussi nous parler un peu de cette nouvelle mode de prise de décision ? Alors oui, moi je représente le B2B. Donc Criteo propose des solutions d'advertising pour les marketeurs et aussi des solutions de monétisation pour les publishers et les retailers. Donc on est vraiment des solutions SaaS. Et à ce titre, on doit aussi également analyser les parcours de nos clients. C'est un peu différent du e-commerce. Et en fait, notre contexte, qui je pense est assez similaire à plein d'autres compagnies, c'est qu'on a 5 plateformes, 5 solutions qui sont issues pour certaines d'entre elles d'acquisition. Et donc ça veut dire qu'on est sur des plateformes de technologies différentes, sur des marchés différents, des personas différents. Et aujourd'hui, pour vraiment améliorer, maximiser nos investissements dans nos solutions, on souhaite avoir une version holistique, défragmentée, afin d'avoir cette vision globale qui pourra mener aux meilleures décisions business. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas pensé, en fait on pense omnicanal et donc on pense différents devices sur lesquels on va les retrouver, mais ils vont aussi avoir des objectifs différents selon ces devices-là. On va avoir des segments qui vont se comporter différemment et qui vont être de plus en plus complexes avec cet omnichannel. Et du coup tout ça, le seul point commun, le fil rouge, c'est le design. Comment est-ce qu'aujourd'hui le design peut impacter cet aspect de l'expérience en fait ? Et surtout, comment le mesurer, bien évidemment. C'est une vaste question sur laquelle Head of Design, en tout cas, on échange énormément. Alors, on a implémenté récemment la solution Product Analytics sur nos plateformes. C'est le design qui a initié cette solution-là, ce qui peut paraître assez atypique. Pourquoi ? Parce que pour moi, je la vois, cette Analytics en mode très avancé, ce qui est fourni par ce produit-là, ça nous permet en fait, c'est juste la première étape d'une très grande stratégie CX qui a commencé il y a quelques mois. L'objectif ultime étant de pouvoir corréler les revenus business à la client satisfaction. Donc, combien me coûte une hausse d'un point de mon KPI CX ou inversement. En fait, il est à constater qu'aujourd'hui, on intègre dans nos processus de décision tout ce qui est information, marché, concurrence, opportunité business. Mais la satisfaction client, ce n'est pas encore considéré avec le même poids dans ce mix de décision. Parce qu'on n'arrive pas à corréler, tout le monde trouve que c'est important la satisfaction client, mais on n'arrive pas forcément à quantifier l'impact sur le business. Et quand on en est à des priorisations de roadmap à l'année, il faut qu'on arrive avec aussi du tangible en outcome business pour en tout cas positionner la satisfaction au même titre que toutes les autres dimensions du mix. Donc c'est l'objectif, et voilà, la première étape c'était d'avoir cette vision holistique et vraiment dans le détail des parcours.
Bien sûr. Et alors, quand on en avait discuté, c'est aussi un peu ce que j'ai pu vendre à mes différents interlocuteurs de ce matin au Product Pavillon. Tu m'avais expliqué que tu avais déployé en fait toute une méthodologie de calcul pour évaluer en fait l'impact et le ROI, mais sans avant même d'avoir de la valeur issue d'expérimentation de la plateforme, un ROI sur l'implémentation, et ce que tu exprimes très bien dans cette slide, le coût caché, la dette technique versus les gains que vont vous apporter l'implémentation d'une solution comme celle-là. Alors effectivement, aujourd'hui on finalise simplement l'implémentation sur nos 5 plateformes et pour autant on a déjà gagné énormément d'argent. Avant même de pouvoir en extraire de la data et de pouvoir travailler dessus. Pourquoi ? Parce que bon, on pourrait penser que quel est le ROI d'une plateforme de Product Analytics, ça va être le coût de la solution, ça c'est une perte financière, mais le temps d'implémentation, d'onboarding de mon équipe, et on va essayer de mettre ça en exergue avec les revenus potentiels. Non, en vrai, pour moi, le calcul il doit se faire différemment, notamment grâce à la solution d'autocapture qui est proposée et qui, pour moi, change considérablement la donne. Pour avoir discuté avec des pairs ce midi, je sais que je ne suis pas la seule à avoir des plateformes avec un tracking soit manquant, soit incorrect, parce que peut-être que les plans de tracking ont mal été rédigés ou qu'on n'a pas bien implémenté ces plans de tracking. Donc au final, on se retrouve avec des datas sur son outil Product Analytics qui sont peu exploitables. J'ai été voir il y a longtemps ma R&D pour leur demander de corriger ces trackings-là. Ils m'ont répondu « Oh là là, non, c'est pas possible, on en a pour limite 6 mois. » Donc j'ai compris que ce n'était pas possible. Avec la solution d'autocapture, c'est là qu'en tout cas je tire le maximum de ROI. Mes PM n'ont pas besoin de consacrer du temps à la rédaction de plans de tracking et les développeurs n'ont pas besoin de dédier du temps à l'implémentation de ces plans de tracking et en plus on n'a pas d'erreur possible lors de l'implémentation. Donc au final, quand j'ai fait mon ROI de ce projet-là et que je l'ai montré à la direction, je leur ai dit si on migre d'outils, on va pouvoir dégager X dev sprint en plus qui aujourd'hui sont consacrés au tracking et qu'on va pouvoir investir dans le développement de nouvelles fonctionnalités et donc l'ident sur du business incrémental. Et donc voilà, pour moi c'est le calcul que j'ai fait. Donc au-delà de la fiabilité, du confort, on a un gain business grâce en tout cas à cette notion d'autocapture. Ah, bien sûr. Et en plus, je me dis que ces coûts cachés t'impactent toi sur la partie design, mais en fait, ils impactent aussi beaucoup d'autres équipes, j'imagine. Le e-commerce, l'expérience peut-être en plus du design, selon comment vous êtes organisé. Donc c'est juste tout bénef pour tout le monde. Je sais pas quel est ton avis là-dessus, un peu sur la partie amont versus la valeur du produit une fois qu'il est implémenté Non, bien sûr, je voulais juste d'abord rebondir sur quelque chose que vous avez dit et c'était super intéressant, comment le design peut impacter la data. Je pense que c'est vraiment se dire comment la data peut impacter le design. Je pense que c'est un concept qui est très important à retenir. Je pense que c'est Sir Dyson qui disait ça, c'est le design sans data, c'est de l'art. Et c'est important de garder ce concept en tête. Et le fait de comprendre ses parcours, c'est se dire, en tant que designer, je dois designer pour un end-user. Et comprendre ce end-user, c'est un must. Alors bien sûr, vous allez avoir le quali, qui est super important, qui va venir de la recherche. Mais ce quanti est aussi ultra important. Comprendre à quel point un utilisateur peut-être connaît sa marque, d'où il vient, quel est son besoin pour ensuite exécuter sur ma plateforme. Donc ça, je pense que c'est la partie super importante où la data impacte le design. Après, peut-être pour répondre à ta question technique, en effet, si vous avez déjà managé des équipes Product Analytics, les tagging plans, etc., ça a été un énorme pain point pendant des années. Être capable de commencer à l'automatiser, c'est une grande avancée. Après, toujours se dire que si on give away, si on donne quelque chose quelque part, on doit forcément le donner en échange. Et donc, probablement cette auto-capture vient à certains coûts et donc bien faire à chaque fois ce pros and cons sur les différentes features, je pense que c'est très important. Ok, des bons tips à garder pour les prochaines implémentations. Et est-ce que d'ailleurs, toi donc ça fait des années que tu es chez Accor, Head of Experimentation, est-ce que tu aurais une super belle success story, un truc qui les fasse un peu baver là? Baver, c'est un peu compliqué. Mais non, en effet, comprendre l'omnicanalité, pour nous, ça a été stratégique pour définir comment on percevait notre produit et comment on avait des next steps. Déjà, comprendre que notre app, c'est un vrai outil de rétention. Quelqu'un qui la télécharge 3-4 fois
sa lifetime value, c'est bien se dire, d'accord, donc maintenant notre site web c'est 100% de l'acquisition et c'est optimisé toujours dans ce cadre-là. C'est-à-dire que potentiellement c'est des gens qui ne connaissent pas notre marque et donc ils doivent être beaucoup plus convaincus. Donc c'est vraiment donner ce rôle-là au web et le diviser en parcours en fonction de ce que cherche l'utilisateur dans sa recherche d'hôtel. Hein. Certains, ils connaissent déjà leur destination, certains leurs hôtels. Parfois les gens sont juste là en recherche un peu aléatoire, donc être capable de gérer tous ces parcours-là. Et ensuite sur Web, c'est se dire d'accord, c'est un outil de rétention et donc comprendre cette omnicanalité, c'est se dire quelles sont les actions que je peux faire pour améliorer tout ça. Ça peut être du travail sur des notifications ou autre. Mais donc c'est très important, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir le plus d'impact possible. Si on était resté sur une stratégie générique, on essayait sur le court terme d'améliorer nos taux de conversion à droite à gauche, on n'aurait pas eu d'impact global. Et donc c'est ça qui va nous permettre de vraiment, je pense, dépasser notre revenu actuel. Bien sûr. Et ça a eu un impact aussi sur la partie du coup marque à proprement parler et pas juste l'expérience, la partie conversion, mais aussi sur le rapport à la marque et la prise de décision autour des marques, enfin autour de votre marque. Non, bah oui, totalement, comme j'essaie d'expliquer, c'est se dire comment la marque maintenant se positionne sur ses différents devices, même par rapport à l'utilisateur qui arrive à l'hôtel, qu'est-ce qu'on peut lui proposer dans ce parcours d'omnicanalité pour finalement améliorer son expérience au global. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que il nous reste un petit peu de temps, est-ce que vous auriez des tendances un peu à nous partager, des choses qui sont un peu clés, autant sur la partie omnicanal que sur les enjeux aussi du Product Analytics et de ce que ça signifie aussi pour demain et pour nos utilisateurs? Sarah, est-ce que tu aurais des éléments à nous partager là-dessus? Alors, moi j'ai une vision qui est quand même très différente puisqu'elle est B2B. Le B2B, c'est généralement le parent pauvre du marketing digital. C'est des discussions que j'ai pu avoir régulièrement avec certains de vos pairs à Content Square. Mais en vrai, moi je travaille le B2B comme je travaillerais le B2C. Et c'est aussi pour ça que je suis visiteuse de ce genre d'événement. Donc, dans l'autocapture, moi je maintiens sur notre sujet, ce que je trouve hyper intéressant et qui fait écho à toutes les innovations d'automatisation, GenAI, etc. Finalement, je trouve qu'on est dans la même essence puisque on va décharger des tâches à faible valeur ajoutée de la part de PO, PM, développeurs. Et là, je pense à des plans de tracking, implémenter des plans de tracking. Honnêtement, on n'a aucune valeur à travailler ça. On va le déléguer à une intelligence, quelle qu'elle soit, mais en tout cas, je trouve qu'il y a un parallèle direct pour finalement déporter du temps de disponibilité qui était consacré au plan de tracking. On va le déporter sur l'analyse en elle-même. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que les plans de tracking, c'est pas quelque chose de très sexy, ni épanouissant, on va se le dire, ni même pour un développeur. Je crois que c'est vraiment très peu épanouissant. Mais ce qui va être intéressant, ça va être au contraire de ok, maintenant que j'ai une connaissance ultra fine des comportements utilisateurs et qui peuvent, et on le voit via les session recording, qui peuvent être totalement inattendus par rapport à ce qu'on s'imagine quand on construit les flots de son produit, et ben je trouve ça justement, on atteint un degré en tout cas de maturité dans l'analyse des comportements utilisateurs qui me semble vachement plus intéressant que de se concentrer sur du setup. Donc nous, il y a aussi, au-delà de la stratégie CX et de la quantification en termes de business revenues, ce qui est intéressant aussi pour moi, c'est d'accompagner un changement aussi en termes de mindset en interne, parce qu'on est B2B. Donc il y a plein de choses qui sont peu naturelles, y compris pour nos PO et nos PM. Et là, moi j'observe quoi? J'observe un très grand enthousiasme de la part des devs, des PM, des product analytics que l'on a chez nous, parce que ce qui était une contrainte, une charge peu épanouissante, maintenant devient plutôt une opportunité de découvrir des choses, d'explorer, d'expérimenter, de tester et de valider des assumptions qu'on pouvait avoir jusqu'à maintenant. Donc voilà, donc moi, le côté automatisation et décharger les professionnels des tâches à faible valeur ajoutée, je pense qu'on est clairement dans la tendance. Il y a plein d'outils qui nous le montrent. J'imagine qu'Alexandre, ça fait écho aussi.
Oui, totalement. Moi, si je devais partir des tendances, je pense que ces dernières années, beaucoup de sociétés se sont équipées d'outils de Product Analytics, parfois les bons, parfois les mauvais, et j'espère qu'ils vont se diriger vers les bons dans les prochaines années. Mais ce qui est important, tous. ouais. Mais maintenant, je pense qu'on a des sujets de transfo, c'est-à-dire probablement, premièrement, la data, il faut qu'elle soit accessible dans la boîte un maximum, et que les gens arrivent à prendre des décisions avec ça. Et ensuite, à prendre des décisions, c'est-à-dire avoir un impact. Et ça, des gros investissements ont été faits à travers la plateforme. Maintenant, les gens ont besoin d'avoir un impact, et l'impact, ça passe par la prise de risque, et la prise de risque, on la contrôle avec de l'expérimentation. Donc j'espère voir dans les futures tendances plus en plus de boîtes tester des grosses choses, des gros risques, et une fois qu'on a pris cette prise de risque et on s'est testé, c'est aller plus loin vers de la segmentation, toujours tailler l'expérience, tailor the experience, pour de plus en plus de segments plus précis, avec de plus en plus de valeur, et j'espère que c'est ça qui va ressembler le futur, et quelque part dans ça, rajouter le mot AI pour être trendy. C'est vrai, on n'en a pas parlé de l'AI et c'est probablement la première keynote aujourd'hui où on ne mentionne pas ce mot-clé. En plus, pour l'anecdote, c'est mon scope chez Content Square. Est-ce que vous avez en effet un petit succès à nous partager autour de l'intelligence artificielle, des expérimentations, d'implémentations peut-être qui auraient déjà été faites, ou au contraire, vous êtes peut-être en avance de phase et en train d'analyser quels seraient les coûts, les avantages, l'expérimentation à réaliser. Là-dessus, c'est quoi votre maturité, Alexandre? Et peut-être du coup chez Ncan aussi, qu'est-ce que vous recommandez? Si on devait juste parler d'IA, je pense que GenAI et ChatGPT c'est devenu un outil indispensable pour tout le monde. Moi, mon truc préféré, c'est prendre des screenshots de tableaux et je dois lui dire qu'est-ce qui se passe, résume-moi, écris-moi un email. Donc pour speed up the process of everything, c'est devenu super important. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a vu aussi maintenant avec Keep. Je m'amusais avec hier, je voyais que maintenant vous avez un chatbot. Ouais, c'est énorme, juste pour lui demander, tiens, fais-moi ce tableau, sors-le-moi, résume-moi ce qui se passe. Pendant longtemps, ce qui nous prenait du temps, c'était pas forcément la capacité d'analyser des chiffres, mais c'était juste de les sortir et de les regarder, etc. Et de pouvoir faire tout ça avec de l'AI beaucoup plus rapidement. Ça fait qu'après, on peut se concentrer sur le partager à plus de stakeholders, convaincre les gens de faire les choses, et c'est top. Voilà, merci beaucoup, c'est hyper intéressant et c'est rassurant aussi pour nous. A priori, on va dans le bon sens. Sarah, je sais pas si tu as un feedback là-dessus, surtout que peut-être que l'IA représente des coûts cachés ou des dettes, des éléments un peu plus techniques qui... Je ne suis pas la spécialiste de tous les coûts cachés. Non, alors ça c'est sûr. non. Alors, bon, nous, Criteo est dans l'AI, c'est son cœur de métier depuis 15 ans maintenant. Nous, ce qui nous intéresse, tu l'as évoqué avec les Search GPT, etc. Nous, on est forcément très intéressés dans les nouveaux parcours de navigation. Aujourd'hui, on utilise Google. Demain, en tout cas, on utilisera des search powered by AI technologies. Et du coup, ça va changer complètement tout ce qui est expérience de navigation, commerce, comment l'internaute découvre des marques, comment il est amené vers un produit en particulier, comment on va pouvoir lui pousser des produits recommandés. Alors, c'est des choses qui existent déjà depuis pas mal d'années, mais on arrive à une connaissance maintenant du consommateur grâce justement à ces visions qui vont être maintenant de plus en plus holistiques, défragmentées. Nous, c'est notre travail à Criteo, c'est de savoir comment on peut pousser le bon produit au bon moment et améliorer les expériences web des internautes. Il faut que la publicité ait un intérêt, et pour cela, on est obligé de coller très près à tout ce qui est innovation d'usage lié à AI. C'est plutôt une bonne nouvelle pour notre marché. Merci beaucoup à tous les deux pour ces insights particulièrement enrichissants. On va retenir 3 choses importantes de cette keynote aujourd'hui. Premièrement, without data is just an opinion, si jamais personne n'a entendu ici jusqu'à maintenant. Plus sérieusement, aujourd'hui, du coup, la data, le fait de créer une expérience omnichannel, cohérente, à travers tous les devices, tous les types d'expériences, toutes les sessions, c'est un enjeu auquel vous pouvez répondre parce que nous vous fournissons les outils qui vous permettent de mettre en place des trackings de données qui vous permettent de prouver pourquoi est-ce qu'il faut en fait faire ces changements, pourquoi est-ce que vous devez vous lancer dans ce genre de stratégie. Et on l'a vu aujourd'hui,
il n'y a pas de problème à trouver un ROI hyper clair. La deuxième chose, c'est que la marque prend une dimension différente maintenant dans la relation avec vos clients. Elle s'étale de plus en plus, elle se diversifie, elle se renforce sa relation sur du web, sur les différents éléments sur lesquels vous allez pouvoir avoir des touchpoints avec vos clients. Et enfin, le dernier point, c'est de garder en fait l'espoir. On va réussir à créer cette expérience sans friction, qui reste cohérente d'un point A à un point B. Et pour ça, on aura toujours de la donnée pour répondre à nos besoins. Je vous remercie à tous pour votre attention. Merci beaucoup Sarah et Alexandre pour avoir participé aujourd'hui. Et à très vite. Vous avez une pause de 30 minutes, je crois, à partir de maintenant. Profitez bien, n'hésitez pas à nous rencontrer au Product Pavillon.